Bonjour tout le monde, je ne vous vois pas, donc si j'ai l'air de vous voir, j'ai des lumières dans le visage. Mon nom c'est Bernard Duval, président-directeur général de Numana. On me pose souvent la question, en fait toujours, qu'est-ce que c'est Numana? On est un macro-accélérateur d'industrie pour tout ce qui touche à la technologie. Notre mandat premier, c'est d'identifier les technologies émergentes qui vont façonner la façon de nos industries de fonctionner, mais aussi les opportunités économiques pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Alors, la façon qu'on s'y prend, finalement, c'est qu'on évalue, on fait de la veille stratégique, de la veille sur les technologies. Ensuite, on fait des réflexions avec l'industrie qui inclut notamment les grands manufacturiers en technologie. On fait des recommandations politiques et on voit s'il y a lieu de développer des programmes pour développer des secteurs à forte valeur économique pour le Québec. Alors, ça fait une dizaine d'années que je fais ça spécifiquement, travailler autant que la multinationale étrangère qui investissent. Donc, l'objectif, c'est de les faire investir au Québec et au Canada, avec la PME, qui est notre sujet d'aujourd'hui, mais aussi les startups. Quand on parle de technologies émergentes, bien, il n'y a pas vraiment d'écosystème qui existe. Donc, on aura un mandat à ce moment-là de soutenir ou de créer un écosystème pour y arriver. Avant de passer la parole à mon collègue Frédéric, quelques anecdotes. En fait, mon intérêt ici, c'est que je peux parler des enjeux qui existent au niveau de la PME dans un contexte où, au Québec, des outils pour la transformation numérique, ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas les fonds non plus. C'est vraiment la capacité d'entreprendre un projet de transformation numérique. Les PME, les petites entreprises ont des moyens limités en nombre de personnes, par exemple, en termes de connaissances dans l'entreprise. Puis moi, avec mon chapeau multinational, ils ont des grandes équipes qui peuvent entreprendre des grands projets. Je vois quand même la différence, la difficulté. Donc, les fonds sont disponibles. La multinationale va s'organiser pour structurer des projets d'innovation, alors que la PME, l'entrepreneur va se battre pour essayer de gérer des urgences puis en même temps faire innover son entreprise. Donc, des beaux défis, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Puis, je vais passer la parole à mon collègue Frédéric. Merci Bernard. Bonjour, Frédéric Dadur, je suis le directeur du Centre d'expertise industrielle de Montréal. On fait partie du réseau des CEI, on est 4 au Québec, il y en a un sur la Rive-Sud, un à Drummondville et un à Québec. Et si on peut lancer la slide, je vais juste vous présenter rapidement un portrait de ce qu'on fait, dans quel genre d'entreprise on œuvre, dans quel genre de PME. Donc si on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Y arriver. C'est parfait. Ah, c'était ouais. Peut-être un petit mandat ici, là. Un petit mandat rapide. Non, ben là, nous, en fait, on fait des accompagnements neutres. On est un fruit de l'offensive de transformation numérique. On est vraiment là pour accompagner les PME, principalement manufacturières, à augmenter leur productivité grâce à tous les outils numériques qui existent. Si on peut passer à la slide d'après, ou je vais faire plus rapide, s'il vous plaît. Donc ça, quelques chiffres, c'est juste pour expliquer, depuis en 4 ans en fait, nous on a aidé plus de 400 entreprises, ça fait des accompagnements de 50 à 200 heures pour aider soit à choisir des technologies, améliorer des processus, ou faire des diagnostics numériques pour être prêt à passer à l'action. Si on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Et quand je dis qu'on est, en fait, je ne l'ai pas dit encore, mais on est une équipe pluridisciplinaire, donc dans le sens où on peut aller vraiment dans tous les domaines. Si on regarde ça, ça donne un bon échantillon d'où est-ce qu'on est intervenu au Québec. Donc, que ce soit dans les équipements de transport, que ce soit dans le plastique, dans les produits de bois,
Aussi dans l'informatique, on est capable d'aider les entreprises. On en a vu plusieurs. Donc, durant la conversation, je vais pouvoir partager quelques bons coups, quelques mauvais coups qu'on a vus dans certaines entreprises pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est pour montrer notre rayon d'action. Notre rayon d'action, en fait, il ressemble beaucoup à l'image du Québec, c'est-à-dire beaucoup de PME. 70% de nos interventions sont dans des petites entreprises. Nous, notre cible, c'est 2 millions et plus, donc c'est, on va dire, entre 2 et 5 millions. Et 35% entre 5 et 50 millions. Donc, on est vraiment tous les jours au cœur des PME québécoises, qu'elles soient n'importe où sur le territoire, Montréal, la BTB, le Laurentides, la Naudière, peu importe leur location. Slide suivante, s'il vous plaît. Bon, celle d'après. Donc, les 4 CEI, en fait, on s'est séparé le Québec parce que ça n'a pas de sens qu'une compagnie de Québec soit accompagnée par quelqu'un de Montréal. Donc, on a les mêmes expertises. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est l'équipe. Il y en a 2 à venir parce qu'on est comme une pépinière. Nous, les gens nous arrachent les employés. Donc, ils font un trop bon travail. Donc, on est obligé de renouveler régulièrement. Donc là, on est à 2 embauches. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui souhaite, il y a encore une place à pourvoir. Il y en a un qui a dit oui aujourd'hui. Mais c'est juste pour montrer que c'est une équipe vraiment pluridisciplinaire. On a des jeunes ingénieurs, des fois doublement ingénieurs, comme des anciens propriétaires de PME qui sont là plus pour donner un coup de main, pour aider, pour redonner en fait à la société. Et puis, ils arrivent avec leur background qui est des fois du succès, des fois moins de succès, ce qui permet d'aider beaucoup les PME. Si on peut mettre la slide suivante. On a une vitrine technologique. En fait, il y en a 3 au Québec. Il y a la nôtre à Ville-Saint-Laurent. Il y en a une autre à Longueuil, dans l'autre CEI, et une à Drummondville. Donc ça, je vous invite, si vous voulez venir voir des technologies qu'on ne voit pas tous les jours en entreprise, mais qui sont toutes accessibles. On a une vingtaine de technologies, nous, qu'on peut vous démontrer, que ça aille de la réalité virtuelle à comment fonctionne un ERP, à de la maintenance prédictive. On est capable de vous démontrer toutes ces solutions-là. Et ça, c'est des choses, généralement, quand une PME vient chez nous, il y a au moins 3-4 technologies qu'elle pourrait implémenter le lendemain chez elle, avec plus ou moins d'efforts, bien sûr, mais qui sont accessibles. Si on peut passer à la slide. Donc là, en fait, c'est le processus de la réception de la commande jusqu'au shipping. On peut intervenir vraiment partout. Donc, on touche surtout, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on touche rarement au produit. Le produit, que ce soit que vous fassiez qu'une compagnie fasse des pelleteuses ou fasse des petits gâteaux, on touche rarement au produit, on touche surtout au processus de A à Z, simplifier les processus, éliminer les tâches à non-valeur ajoutée. On fait des événements aussi, et vous voyez quelques-uns de nos services qui sont subventionnés, qui vont de l'aide à la sélection de solutions à l'initiation à l'IA. Là, je vais laisser François parler plus au niveau IA que moi, et l'initiation à toutes les différentes technologies. Slide suivante, s'il vous plaît. Et on a aussi, ça c'est un tout nouveau mandat que nous a donné le MEIE. Donc c'est le soutien de la transformation énergétique numérique. Actuellement, Hydro, c'est pas cher, mais Hydro ne peut plus des fois brancher un nouveau 600 volts quand on veut un nouvel équipement. Ou on a des équipements vieillissants, on paye une très grosse facture d'Hydro. Donc, on a pour mandat d'accompagner 115 entreprises d'ici mi-2027 sur justement comment trouver des façons d'économiser ou de pouvoir augmenter sa productivité. Ce qu'on va regarder principalement, c'est l'augmentation de la productivité, donc consommer égal par exemple, mais pouvoir continuer à croître. Et ça va être un produit qui va être lancé. On va être capable de commencer à aider les entreprises à partir de septembre environ. Slide suivante. Et je vais laisser parler François pour qu'il vous explique ce qu'il fait. Généralement, les gens viennent chez nous et après vont chez François parce qu'il y a une spécialité. Bon, bien, bonjour à tous. Je me présente, François Labonté, je suis le PDG du CRIM. Le CRIM OBNL qui va célébrer ses 40 ans d'existence cette année.
qui avait été créé à l'origine pour faire un peu le pont, la jonction entre le monde académique et le monde industriel. Puis encore aujourd'hui, c'est très pertinent. Peut-être on peut mettre la présentation. Fait au crime, pour simplifier, on a toujours fait de l'IA, même quand ce n'était pas populaire ou que ça s'appelait... prochaine diapo, ça s'appelait d'autres termes autour de l'analyse de données, mais ça a toujours été notre cœur d'expertise. Puis juste pour vous donner un aperçu de notre rôle puis de nos activités dans l'écosystème, on a vraiment un mandat d'accompagner les PME, de les aider souvent avec de l'expertise pointue, souvent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir à temps plein. Puis comme vous voyez, je ne passerai pas à travers tous les chiffres, mais peut-être prochaine diapo, ce positionnement-là un peu entre les deux mondes. Ici, ce que vous voyez au centre qu'il faut bien comprendre, c'est que le crime, autour de l'adoption de l'IA, du transfert de l'IA, il y a des sujets, disons qu'on va appeler de l'IA plus industriel. Donc souvent, ici au Québec, au Canada, on dit on a un très fort écosystème autour de la recherche et tout ça, mais souvent, on a plus de difficultés à transformer les résultats de la recherche en produits ou en valeur économique. Puis, au centre, ici, ce que vous voyez, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle la vallée de la mort. Il y a plein de sujets autour de la fiabilité, de la robustesse, de la garantie de performance, de la capacité de mise à l'échelle, tout ça. Puis souvent, c'est à cet endroit-là qu'on va intervenir pour accompagner les entreprises. Donc, comme je disais, nos grands pôles d'expertise, d'intelligence artificielle, sciences des données, et aussi, justement, pour accompagner nos entreprises, la capacité de livrer des résultats avec du développement logiciel et des livrables qui peuvent être intégrés dans les produits ou dans les systèmes des clients. Fait que si on résume un peu le crime, qui fait beaucoup de projets, en fait, pour ses clients, c'est un groupe d'experts, de professionnels qui sont, en fait, les praticiens de l'IA. C'est des gens qui, quand ils travaillent avec les entreprises, souvent sont dans des conditions non idéales. Les données sont brutées, les données ne sont pas fiables, les données n'ont pas été bien annotées, et ainsi de suite. Puis, de plus en plus, en fait, au crime, l'écosystème nous tire autour de l'adoption de l'IA. Donc, beaucoup d'entreprises, on parlait là en entrée de l'initiative OTN, transformation numérique, donc beaucoup d'entreprises qui sont automatisées, qui ont des données, puis maintenant qui sont rendues à l'étape de dire « je veux créer de la valeur à partir de ces données-là, de façon un petit peu unique, distinctive pour me créer un avantage compétitif ». Donc, souvent, en fait, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, on en entend parler à tous les jours, à toutes les sauces. Tout le monde en fait ou n'en fait pas, il y en a dans tous les produits. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser que autour de l'adoption de l'IA, quand on veut former les gens, développer leur expertise, leurs compétences, il y a une étude qui a été faite par le Cyrano, ici, là, qui est un organisme qui fait beaucoup d'études, entre autres des études d'impact économique et ainsi de suite. Puis, il y a vraiment 3 modes d'apprentissage et de formation. Donc, les 2 premiers, assez classiques, formation universitaire ou des instituts d'enseignement pour former les talents et la relève. Formation d'appoint, souvent offerte par des organismes privés ou parapublics, donc formation continue. Mais dans le cas de l'IA, ce qui est important, c'est qu'il y a un 3e mode, en fait, qui est très efficace, qui est beaucoup axé sur la pratique, le transfert de connaissances. Faire des projets en IA, c'est multidisciplinaire, c'est complexe, puis ça ne s'en prend pas tous, on ne peut pas tout apprendre sur les bancs d'école. Donc, au crime, l'avantage distinctif qu'on a, c'est justement que nos praticiens de l'IA, on les met à la disposition de nos clients, puis on les aide à vraiment identifier comment faire un premier projet en IA, un projet à succès, pas trop risqué, parce que c'est important de comprendre qu'autour de ces aspects-là de diagnostic, de stratégie, puis de mise en pratique, quand on travaille particulièrement avec une PME,
budget limité. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA pour être à la mode. Il faut qu'il y ait la création de valeur économique. Donc, prochaine diapo. Ce qu'on a mis en place, c'est un programme qui s'appelle Numéria, du numérique à l'IA. Puis, c'est vraiment un programme personnalisé, d'accompagnement sur mesure, puis qui répond vraiment aux enjeux, aux besoins qu'on voit sur le terrain, particulièrement celle des PME, mais des fois même, on surestime un peu la grande entreprise. Il y a certaines grandes entreprises aussi qui ont les mêmes grands enjeux. Donc, au départ, beaucoup d'entreprises veulent savoir l'IA, qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Pas qu'est-ce que ça fait pour peu importe les grandes entreprises qu'on entend dans les médias. Dans mon contexte d'affaires, cette technologie-là, combien ça coûte? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va m'amener de la valeur et tout ça? Ensuite, le classique, nous on le voit souvent, majorité de nos clients, j'ai plein de données, donc je vais faire de l'IA et ça va marcher. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, la qualité des données, qu'est-ce qui se trouve dans ces données-là, leur représentativité, leur capacité à, par exemple, si on veut faire de la détection d'anomalies, par exemple, il faut avoir des événements problématiques à détecter, sinon même si on a beaucoup de données. Donc, des exemples comme ça. Puis ensuite, ce qu'on fait de plus en plus même, c'est d'accompagner les gens techniques à identifier un premier cas d'usage à succès, qui n'est pas trop risqué, où on pense de façon raisonnable que pour des efforts et un investissement pas trop grand, l'entreprise va pouvoir avoir une première histoire à succès. Parce que c'est ça qui est important. On a vu beaucoup de projets. Les gens se font dire ça va vous coûter $1,5 million, $1 million, ce qui décourage souvent surtout la PME. Donc, des projets réalistes, souvent, comme je dis, marcher avant de courir. Puis, prochaine diapo, même ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est, comme je disais, adopter l'IA, ce n'est pas seulement une technologie, c'est une stratégie d'affaires autour de l'exploitation des données. Fait que notre programme Activation IA, c'est un programme idéalement qui se fait en binôme avec une ressource technique et un dirigeant ou un gestionnaire d'entreprise qui vont recevoir de la formation un petit peu plus classique pour développer leurs connaissances, puis ensuite qui vont travailler avec les experts du crime pour développer un cas d'usage à valeur ajoutée et à la fin de leur parcours vont venir le présenter à un jury. Puis, dans ce contexte-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est une mobilisation complète de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce que c'est un enjeu qu'on voit souvent, des gens techniques qui veulent faire de l'IA et arrivent à leur équipe de direction qui ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants. Donc, en ayant cette vision-là, affaires et technologie, ben encore là, c'est un programme là, déjà qui vient d'être lancé et qui a beaucoup de succès et de demandes. Donc, pour le moment, ça fait le tour. On avait pensé pour la suite de la présentation, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, ou sinon, on en a pour discuter ici. Bien, écoute, s'il y a des questions, venez vous présenter, parce que je vous le dis, on ne voit rien. Hein? On a les lumières dans le visage. Donc, gênez-vous pas pour venir sur le côté. Moi, j'avais un premier sujet, là, peut-être qu'on pourrait explorer, chers collègues. Peut-être parler un peu des habitudes que certaines PME vivent. Je dirais que les côtés plus difficiles, ce n'est pas du jugement, là, c'est une réalité, je dirais, qu'on trouve dans la PME. Moi, je vais en compter peut-être 2, 3 anecdotes positives et négatives, puis on va voir qui peut se retrouver là-dedans pour nous amener ensuite aux solutions. Donc, vos organismes sont là justement pour contrer les freins là, qu'on retrouve dans la PME. Moi, l'expérience que je vis souvent, puis je l'ai vu avec les manufacturiers, ça fait une douzaine d'années, c'est pas plus, je travaille avec les manufacturiers.
Quand j'entreprends la discussion, je demande, bon, mais on va parler un peu de technologie. Je suis vraiment intéressé de savoir dans votre entreprise comment vous voyez ça. Moi, j'ai vraiment dans la tête, on va parler d'intelligence artificielle, de robotique, d'automatisation. Et puis les dirigeants ils vont me dire, ouais, ça c'est une bonne idée. Ça fait longtemps qu'on en pense, on pense à ça, d'avoir un site Internet ou même de faire du commerce électronique. C'est-à-dire que la notion de la technologie n'est pas la même pour chaque entreprise. Puis quand on voit des beaux vidéos du gouvernement qui veulent encourager à faire la bonne chose puis qui financent des organismes comme les nôtres, des fois, on n'est pas au même niveau que la réalité au niveau de la PME. Donc, mon exemple, je l'ai vu vraiment souvent il y a 12 ans, mais je le vois encore aujourd'hui. Puis avec le temps, bien, quand une entreprise manque les jalons de développement, d'adoption de nouvelles technologies, mais on voit la productivité diminuer. Donc, peut-être prendre la balle au bon, puis... Je dirais que moi, dans les PME qu'on croise, des fois, c'est de sous-estimer l'effort à mettre pour pouvoir pour avoir un succès, en fait. Si on prend quelques statistiques, on prend un ERP, c'est 70% des ERP qui sont soit les clients sont non satisfaits ou ça n'a juste rien changé. Je ne suis pas prêt à acheter la pierre sur tous les intégrateurs, en fait. Des fois, c'est juste que la PME n'a pas forcément libéré la ressource qu'il fallait, répondu en temps et en heure, n'a pas mis l'effort. Donc l'effort, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Un autre exemple d'horreur, je vais en dire des bons tout à l'heure, là, mais on a été dans un diagnostic numérique, puis finalement on s'est retrouvé à juger l'intégration d'un robot. La conclusion était mets 150 000 $ à la poubelle parce qu'il va t'en falloir 300 000 pour finir ton projet. Et au début, c'était l'intégrateur, il n'est pas bon. Mais quand on a regardé, les deux étaient fautifs. Le projet n'avait pas été bien ficelé, n'avait pas été bien cadré. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser toutes les questions, en fait. Il n'y en a pas des tonnes des questions, mais bien cadrer son projet pour avoir un prix juste et assurer le succès. Parce que le fournisseur, il veut le succès. Il veut que vous le référiez, il veut aller faire un projet ailleurs. Donc, c'est vraiment le temps, le temps pour je parle plus pour les petites PME, et je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, mais si on veut que ça fonctionne, il faut donner du temps, il n'y a pas le choix. François, je ne sais pas si tu veux enchérir. Moi, je dirais du côté du crime, peut-être c'est un peu simplifié, mais on voit peut-être 3 types là, de clients. Donc, ce dont je viens de vous parler, qui est beaucoup plus axé sur l'adoption de l'IA, donc ça va être des entreprises qui ont entendu parler de l'IA, qui sont curieuses, des fois qui se sont fait dire plein de choses ou proposer plein de choses dans l'écosystème, puis là, ils voient une approche un peu concrète ou tout ça. Donc, l'entreprise qui va passer au premier projet. Donc, ça, c'est une catégorie de clients. Ensuite, je dirais, il y a une autre catégorie. Là, ça va être plus nos équipes. On ne sera pas seulement en transfert de connaissances, on va être en mode réalisation de projet. Donc, ça va être de la PME, souvent presque tout le temps avec des équipes techniques. Nous, on travaille beaucoup en mode agile, donc ils ont la souplesse, l'agilité ou les experts du crime. Nous, souvent, des fois je simplifie, mais je dis c'est de l'expertise de pointe et d'appoint. Ils vont venir chercher au crime des ressources ou de l'expertise qu'ils n'ont pas à l'interne. Donc, ces entreprises-là, en général, sont assez matures, vont être capables de s'intégrer souvent dans des cycles de développement agile, externaliser certaines tâches pour le crime, en faire avec leur équipe interne. Mais je dirais que souvent, dans ces projets-là, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, c'est le genre d'entreprise qui va attendre le résultat des demandes de subvention, qui va avoir des enjeux de trésorerie. À un moment donné, on va mettre des projets en pause parce que ça, c'est un petit peu typique de plusieurs PME, tout ça. Puis, on a une troisième catégorie, qui là, ça, c'est vraiment l'expertise très, très mature qui viennent parce que ont fait plusieurs projets, puis là, donnent un mandat au crime, puis là, c'est vraiment des projets là, souvent de moyennes ou de grandes entreprises. Donc, nous, on s'ajuste vraiment aux besoins de nos clients. Je trouve que tu touches un très bon point au niveau des subventions. Au Québec, on est choyé, il y a quand même énormément d'aides, même si en ce moment, il y a moins de subventions qu'avant, il en existe. Mais si un projet doit vivre grâce à une subvention, c'est que ce n'est pas un bon projet. Normalement, moi, je verrais la subvention comme la cerise sur le sundae, comme il m'a coûté moins cher, mon ROI a été meilleur. Mais il faut que le ROI soit bon, il faut qu'il y ait un calcul de ROI quand vous faites votre projet. Et normalement, moi, je dirais de ne pas attendre la subvention. Si vous attendez, vous perdez de l'argent, en fait.
C'est là que je m'en allais. Oh, excuse-moi. Non, merci. Parfait. Non, tu as adressé le volet de la subvention. On pourrait peut-être justement en parler, voir. En fait, ça m'amène l'idée, pourquoi les subventions? Donc, les subventions, ce n'est pas pour payer un projet moins cher ou à la limite d'avoir un projet gratuit. J'aimerais ça qu'on parle un peu du continuum, c'est-à-dire l'innovation, la transformation numérique. C'est un continuum de nos opérations, c'est-à-dire qu'on ne commence pas un jour, on se réveille le matin, on dit on veut de l'IA pour vendredi avant 5 heures. L'innovation, c'est sans fin. On est toujours en train d'améliorer nos processus d'affaires, l'adoption de technologies. Quand un projet se termine, ce n'est pas pour décourager personne, mais il faut déjà penser à comment on va le faire évoluer. S'il va bien, bien, comment on peut justement faire des ajouts en termes d'idées, de technologies pour continuer à améliorer notre productivité, parce que les chiffres le démontrent. La productivité recule au Canada et au Québec. Puis une des raisons, c'est qu'on a peur d'investir dans l'innovation, on le voit constamment. Les outils sont là, les subventions sont là pour nous encourager à implanter le réflexe naturel de faire de l'innovation. Puis on n'a pas de raison au Québec là, de ne pas réussir. On a des organismes, on en a 2 ici là, qui sont super bons dans ce qu'ils font, mais dans toutes les régions, selon le secteur d'activité aussi précis, bien, il y a des aides là, pour aider dans cette transformation-là. François. Bien, moi, je dirais, nous, au crime, ce qu'on fait en pratique, là, une des plus grandes aides financières au Québec et au Canada, c'est les crédits d'impôt à la recherche et développement. Puis, tous les gens qui en ont déjà réclamé là, sont probablement familiers avec la notion de développement expérimental, là, donc de façon très simplifiée, c'est de démontrer qu'on déploie une approche systématique pour réduire des risques technologiques ou scientifiques dans une optique de commercialisation, de créer un produit. Au crime, fondamentalement, c'est ce qu'on fait. Même si on s'appelle centre de recherche, là, nos clients, ils ne nous donnent pas des contrats pour qu'on fasse de la recherche. Ils nous payent pour qu'on les accompagne dans cette démarche-là de réduire les risques et les incertitudes pour aller plus rapidement au marché. Puis le crime en tant qu'OBNL, c'est les crédits d'impôt, les activités qui sont éligibles au crédit d'impôt sont transférées aux clients. Donc, il y a déjà un modèle d'affaires de base, mais qui n'est pas bien compris par beaucoup d'entreprises. Puis je dirais souvent, ce n'est pas une question de budget. Souvent, c'est une question de trésorerie, là, excusez l'anglicisme, de cash flow, parce que les crédits d'impôt vont les recevoir beaucoup plus tard. Puis justement, il y a une réforme récente des crédits d'impôt qui va se mettre en place sous peu, où justement les activités vont s'étendre beaucoup plus proche de la commercialisation. Donc, pas seulement faire de la R&D du côté scientifique ou avoir des grandes incertitudes techniques, mais de pouvoir poursuivre en continuité disons, beaucoup plus proche du produit. Donc, ça, c'est un bon signe. Puis, normalement, plusieurs entreprises devraient... Déjà, juste notre système de crédit d'impôt est très généreux. Donc, plutôt que de dépendre de subventions, de programmes qui ont des fois des modalités, des contraintes dans le temps ou tout ça, ben moi, je pense que notre système est quand même assez généreux et permet aux entreprises là, qui le veulent de bien financer leurs projets. Moi, j'aurais un point aussi qu'on voit souvent, nous, chez nous, c'est le manque de plan stratégique. Souvent, quand on arrive, nous, le but, c'est d'arrimer un plan numérique avec un plan stratégique, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si vous me dites, dans 5 ans, je veux avoir 14 succursales, ou dans 5 ans, je veux avoir triplé mon chiffre d'affaires, ben, on ne cherchera pas les mêmes solutions, ce ne sera pas les mêmes outils qu'on va proposer. Et il y a un manque en ce moment au niveau des PME québécoises. Je dirais qu'il y en a 80%, le plan stratégique est dans la tête, mais il n'a jamais été écrit, il n'a jamais été mis sur papier, alors que c'est très important pour la suite, pour pouvoir programmer, pour pouvoir prévoir. Comme tu disais, il faut déjà avoir un coup d'avance. J'implémente ce système-là, ben, ça va être quoi l'après? Qu'est-ce que je fais pour le faire vivre? Comment je le fais évoluer? Ben, ça, si je n'ai pas mon plan stratégique, ça devient difficile de l'arrimer, en fait. En effet. Je vois le temps filer. Je propose un petit exercice. On nous a introduit comme la classe des maîtres. On va jouer au maître un peu.
On va proposer peut-être à l'auditoire peut-être 4-5 petits conseils pratico-pratiques pour bien entreprendre un projet de transformation numérique, que ce soit l'IA ou de d'autres secteurs. On va faire un petit tour à nous trois, puis ensuite on pourrait accueillir des questions de la salle s'il y en a. Moi, je vais me lancer. Celui qui me vient en tête depuis tout à l'heure, puis François, dans ta présentation, tu parlais de transfert de connaissances. Je dirais les dirigeants peuvent eux-mêmes s'éduquer. Donc, il y a des programmes de formation pour tous les niveaux, que ce soit en IA ou en technologie. Juste s'intéresser, puis à faire des contacts. C'est vraiment via les contacts, que ce soit dans le milieu académique, dans le milieu de la recherche ou au niveau gouvernemental, c'est relativement facile à trouver. Ou nommer, si on n'a pas le temps, hein, parce qu'on gère des grosses affaires, on peut nommer un employé aussi qui lève la main et qui, lui, s'intéresse à ça, puis de faire vraiment une veille technologique sur notre secteur. Si toujours on n'a personne à l'interne, mais on peut aller voir le milieu de la recherche, donner un petit mandat. On n'est pas obligé de faire le projet. On peut donner un mandat à une des organisations pour dire, bien, écoute, fais-moi une veille technologique, fais-moi des recommandations, et puis on pourrait voir le prioriser. Puis là, on pourra mettre en place peut-être un plan stratégique qui intègre les technologies. Puis le dernier point que je lancerais, c'est il y a des beaux programmes avec les stages. Donc, là, je vends mon ancienne vie, mais au niveau collégial, au niveau universitaire, ils ont toutes sortes de programmes pour avoir des étudiants qui viennent en entreprise. Puis c'est une façon souvent de faire une veille technologique ou tout simplement un audit pour vraiment toucher, de faire des premières tentatives. Tout ça existe. Il y a des financements pour tout ça. Si vous avez le goût, venez nous voir. Puis on pourra vous donner des pistes pour aller chercher des ressources. Ce serait je ne sais pas combien j'en ai dit, là, mais... Plusieurs, c'est bon, c'est bon. Moi, je dirais qu'au niveau de la direction, de porter le projet et de le porter avant qu'il arrive. Pas juste d'arriver et puis hey, on implémente un nouveau CRM, mais de le porter dès le début, d'expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait. Il y a des systèmes, on va souffrir pour les mettre en place. Mais si on le sait, ça fait moins mal. Si on va voir l'employé, qu'on lui dit, et on te demande de pousser pour 2-3 mois parce qu'après, ta vie sera plus simple, on va déjà avoir de l'adoption. Parce que s'il n'y a pas d'adoption, c'est le pire qui puisse arriver dans un projet. On a tout installé, puis 6 mois après, personne n'a rentré aucune donnée à l'intérieur. Ça décourage tout le monde. Donc, partir aussi avec un petit... Si on part de zéro, partir avec un plus petit projet, un quick win en bon français, pour juste mettre le pied dedans, dire hey, ça fait un gain, maintenant on passe sur un autre projet, un projet un peu plus gros, jusqu'à temps qu'on arrive à des projets de bonne envergure. Ne pas aider à s'entourer. Le Québec est très riche en organismes qui peuvent vous aider dans tous les domaines. Donc, que ce soit de la formation chez Service Québec avec leurs aides, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans l'adoption numérique, que ce soit dans vraiment les très nouvelles technologies, on va dire. L'accompagnement est vraiment partout. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il y en a. Et généralement, je pense que on est tous neutres. Donc, neutre, ça fait quoi? Ça fait que on n'a pas un chèque qui arrive parce qu'on vous a proposé une solution ou une autre solution. On vous a proposé la solution qui convient à la PME, en fait, qui convient à ce qu'elle veut faire, ce qui convient à dans 5 ans. Puis des fois, si c'est fait pour casser les rêves. Non, pour 3 000 $, vous n'aurez pas un projet d'IA industriel, par exemple. Mais il faut le savoir. Puis là, on est capable d'être neutre et de le dire et d'apporter des solutions. François? Moi, je pense un des grands constats, c'est qu'on est de plus en plus dans une économie de la donnée. Okay? En entreprise, vos données ont de la valeur, puis souvent, c'est sous-estimé. Mais, comme on parlait même au début de la présentation, avant de courir, il faut marcher. Fait que je pense que en tant que, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous voulez faire une stratégie, il y a différents vecteurs sur lesquels on peut jouer. Souvent, on dit qu'on a des enjeux de productivité, par exemple. Parfait. Donc, on veut s'automatiser, on veut se moderniser, on veut déployer des outils numériques performants. Est-ce qu'on a besoin de réinventer la roue? Pas nécessairement. Est-ce qu'acheter un produit commercial qui dit qu'il fait de l'IA, est-ce qu'on fait de l'IA, tout ça? Mais ce qu'il faut penser, c'est que oui, on
On va, par exemple, s'automatiser, on va améliorer nos processus, mais notre voisin à côté, notre compétiteur, peut acheter à peu près les mêmes outils, les mêmes jouets que nous. Puis, des fois, s'ils ont des poches plus profondes, ben, ils peuvent aller pas mal plus vite. Après ça, ce qu'il faut penser, c'est de dire, moi, dans mon entreprise, j'ai peut-être ou probablement certaines connaissances de mon marché, de mes clients, certaines façons de faire qui sont beaucoup plus uniques. Puis, à ce moment-là, on va parler plus de se créer un avantage distinctif, un avantage compétitif. Nous, le crime, c'est beaucoup là qu'on joue. C'est des clients, des joueurs qui veulent faire un peu du sur-mesure à partir des données. Fait, je pense qu'il faut avoir cette vision-là un peu, de dire dans mon entreprise, où est-ce que je suis rendu? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais souvent, le focus est beaucoup plus mis sur la technologie que sur, disons, le résultat ou l'impact d'affaires. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir puis de mettre les bons outils ou déployer les bons projets selon les objectifs d'affaires. D'autres petits mots avant d'aller aux questions de l'audience, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Si oui, manifestez-vous. Ah, on a une question ici. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Allô? Oui, ça a l'air de fonctionner. En premier lieu, merci pour le panel. C'était vraiment une discussion très intéressante et enrichissante. Vous avez soulevé les opportunités qui peuvent venir de l'adoption des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, mais on sait que ça comporte aussi plusieurs risques, notamment en termes de risques de protection de données, de cybersécurité. Quand on pense à l'intelligence artificielle, on parle aussi souvent d'hallucination, donc il pourrait y avoir des risques que les employés fassent trop confiance à certains résultats de technologie ou développent même certaines dépendances. Donc, je serais juste intéressée à entendre vos réflexions par rapport à ces risques, comment vous les percevez et comment, notamment, vous pouvez assister les PME à les accompagner à pallier à ces risques. Je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques ou des politiques à tenir en compte. Merci. Qui veut y aller? Je peux me lancer juste rapidement pour l'IA de base, on va dire. Je te laisserai le reste. Mais pour l'IA de base, je dirais qu'interdire est une très mauvaise solution. Moi, ma femme, ils l'ont interdit. Tout le monde avait son laptop à côté personnel et puis il le faisait. Donc, l'interdiction ne mène à rien. L'encadrement, par contre, il y a des outils actuellement pour 30-40 $ par mois qui peuvent vous faire sauver du temps administrativement parlant, on va dire. Mais là, il faut l'encadrer, il faut choisir l'outil, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Nous, on s'en sert aussi. On a eu ces réflexions-là aussi de jusqu'où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça, c'est une discussion à avoir. Puis là, je parle pour les outils de base. Là, je vais te laisser parler pour toutes les données, etc. François? Oui, ben, je pense autour de l'intelligence artificielle, puis peut-être autour de la donnée. Comme je disais, on est dans une économie de la donnée. Okay? C'est complexe, c'est multidimensionnel. Okay? Les pratiques autour du respect des renseignements personnels, respect de la vie privée, utiliser des grands modèles de langue. Est-ce qu'on comprend que si c'est des versions gratuites, non, on envoie nos données pour que d'autres entraînent leurs modèles et ainsi de suite, tout ça. Donc, il y a toujours des risques, mais il y a des bonnes pratiques, que ce soit en cybersécurité et ainsi de suite. Donc, ça, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous accompagner. Mais peut-être l'autre chose qui est importante de réaliser, c'est que l'IA, c'est une technologie. Ce n'est pas un produit en tant que tel. L'IA se retrouve dans plusieurs produits. Puis, par exemple, je vais vous donner l'exemple, malgré ce qu'on pense, l'IA n'est pas encore une technologie mature. Donc, nous, au CRIM, on pilote un consortium de recherche précompétitif qui s'appelle Confiance IA, okay? Donc, qui touche à tous les enjeux de confiance. Ce qu'on appelle des enjeux de confiance, en fait, c'est l'explicabilité, de la fiabilité, de la garantie de performance. Puis, la majorité des partenaires industriels qui participent au consortium, c'est des acteurs qui opèrent dans des marchés réglementés, que ce soit l'industrie de l'aéronautique, de l'énergie, des télécoms et tout ça.
Puis, c'est peut-être le contraire de ce qu'on voit dans les médias, mais ces joueurs-là sont très conscients des limitations, des risques, des failles encore de la technologie et travaillent ensemble pour développer des outils, des méthodes pour améliorer ces performances-là, mieux comprendre comment la technologie fonctionne, quelles conditions il faut mettre pour s'assurer d'avoir des résultats prévisibles, explicables et ainsi de suite. Donc, il y a des contrepoids dans l'économie. Un joueur qui est dans l'industrie d'aéronautique ne prendra jamais le risque de mettre un système à base d'IA qui apprend à partir des données puis qui change de comportement s'il n'est pas certain que ça répond à toutes les exigences, les standards pour que son produit soit homologué. Donc, il y a beaucoup... souvent, les projecteurs, les médias sont toujours, disons, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, le web et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs industriels qui peut-être sont moins visibles, peut-être vont un peu moins vite, mais se préoccupent aussi de tous ces enjeux-là autour des risques de l'IA. Peut-être un élément hyper important qui coûte, en fait, tout le monde est capable de faire, c'est la vigilance. On ne laisse pas ses portes de voiture débarrées avec son sac à main sur le banc. L'IA, puis toutes les technologies en général, les portables, les appareils téléphoniques, tout ça, il y a des façons de se protéger. Moi, ce que je dirais, c'est fait de la formation. En grande entreprise, en introduction, je disais que la grande entreprise a des ressources. Ils ont des formations obligatoires que j'ai suivies. J'ai eu la chance de les voir. Puis les sections sur la vigilance, c'est des choses hyper de base qu'on oublie de faire dans le feu de l'action, du travail ou de la vie quotidienne. Donc, il faut se former. Les PME, les étudiants, les gens en général, il faut s'informer sur comment utiliser les technologies et c'est de plus en plus vrai. Fait que ça, je dirais que ça serait un des éléments à ne pas oublier. Vous avez le contrôle là-dessus. Les outils sont souvent gratuits et disponibles. Sinon, mais si on va un peu plus loin dans l'adoption de la technologie, tu l'as dit, Frédéric, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que ça nous arrête, il faut aller de l'avant. Puis il y a des protocoles qui nous permettent d'implanter des nouvelles technologies dans nos entreprises ou dans nos vies. Puis il faut faire confiance aux experts. Il y a des experts de disponibles, il y a de l'aide, et puis il faut aller de l'avant. Sinon, on va continuer à reculer au niveau de la productivité, où on va se mettre en danger avec nos données, par exemple. Puis il ne faut pas avoir peur de perdre le contrôle, c'est plus un gain de contrôle de rajouter de l'automatisation, des systèmes qui donnent plus de données, des tableaux de bord, etc. Plus difficile peut-être à jouer dedans, mais par contre, ça donne beaucoup plus d'informations pour pour réagir plus rapidement. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, j'ai un monsieur ici qui a son doigt dans les airs, non? Bonjour. Ah, je suis devant vous. Vous ne me voyez peut-être pas. Moi, je vous vois très bien. Merci de partager votre expertise. C'est très intéressant de suivre ce que vous dites. J'ai raté le début de votre propos, donc je m'excuse si vous avez déjà parlé de souveraineté numérique. Mais on voit dans plusieurs pays que le conflit avec les États-Unis amène les nations à vouloir avoir du cloud souverain, du SaaS souverain, avoir des fournisseurs qui sont déconnectés des tech giants américains, notamment parce que le droit américain du Cloud Act permet à Donald Trump de demander à un fournisseur de services d'ouvrir un gateway pour vérifier une information dans un autre pays. Même dans le dernier budget du Québec, on a un paragraphe là, sur la souveraineté numérique du Québec. Donc, je me demande, est-ce que ça veut dire plus d'open source pour les PME? C'est plus de contraintes? C'est plus de chances pour les PME informatiques du Québec et du Canada d'aider avec ce virage de souveraineté numérique et jusqu'où ça peut aller? Je dirais moi que c'est un excellent point parce que nous, on le voit de plus en plus. Les gens, avant, ne nous demandaient jamais, quand on présentait des solutions, où étaient les données. Maintenant, on nous demande qu'elles soient au Canada. Donc, on va dire c'est 80% actuellement nous demandent vraiment où sont les données. Donc ça, c'est un excellent point. Je pense que oui, c'est un plus pour les entreprises québécoises qui sont dans ce domaine-là.
Et c'est sûr que pour les données, c'est mieux de les avoir locales, même si local, on va prendre Amazon, ils ont des serveurs au Québec, mais ça reste une compagnie américaine. Donc après, il y a d'autres joueurs que je nommerai pas, mais il y a d'autres joueurs plus locaux, vraiment locaux, qui, eux, peuvent tirer leur épingle du jeu, ça c'est certain. Là. Quelle grande question pour conclure. Moi, je ne voudrais pas remplacer là, les gens plus techniques à ce niveau-là, mais je dirais que la menace existe depuis de nombreuses années. Donc, la réglementation américaine qui permet aux entreprises ou qui oblige les entreprises éventuellement à partager des données, elle est là depuis très longtemps. Le problème, c'est plus le personnage. Le personnage, actuellement, fait peur. Fait que là, on vit dans une peur. Je dirais qu'il faut respirer un petit peu, puis revoir plutôt nos façons de faire. Donc, quelles données vont être hébergées à quel endroit? C'est des opportunités pour des entreprises du Canada et du Québec. Puis je pense qu'en ce moment, ils ont saisi l'opportunité. Moi, personnellement, ma peur, je confirme que c'est plus le personnage, qu'est-ce qu'il peut faire demain matin, mais les entreprises qui sont visées, ils n'ont aucun intérêt à briser la confidentialité. Donc, c'est aux Québécois et aux Canadiens de prendre en charge qu'est-ce qu'ils font avec leurs données. Plusieurs le font depuis plus que 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je pense qu'on est assez sécurisé. Mais soyons vigilants, soyons pas naïfs. Je dirais qu'il y a une nouvelle donnée qui est rentrée, c'est avec les dernières péripéties de notre voisin. C'est des entreprises qu'on jugeait quand même très fiables, qui fabriquent des appareils, mettons, téléphoniques ou des appareils technologiques qui maintenant se font demander de répondre à des exigences de la Maison-Blanche. Ça n'existait pas avant. Fait qu'il faut être, moi, ce que je dirais, c'est soyons vigilants, n'ayons pas peur, à moins que vous soyez un grand criminel qui a des choses à cacher. Là. Il y a peut-être un petit danger, là. Mais pour l'entreprise moyenne qui fait des affaires normales, suivez les mêmes consignes qu'on a partagées depuis le début. Puis normalement, ces enjeux-là vont déjà être couverts. Donc, vigilance et utiliser les ressources qui sont disponibles. Puis peut-être j'ajouterais, sans rentrer dans des grandes considérations légales, mais nos lois, c'est bien beau de dire, nos données vont être sur des serveurs canadiens. Mais par exemple, les grands modèles de langue, là, ce qui maintenant, là, ce qui donne des résultats des fois surprenants, aux États-Unis, c'est la notion de fair use. Okay? Donc, que les données soient open source, publiques, tout ça, cette notion-là de dire j'ai pris ta donnée, je l'ai, mettons, je simplifie, regardée pour la mettre dans un modèle qui est là, mais je ne l'exploite pas comme une donnée brute, aux États-Unis, c'est permis. Ici, c'est plus une zone grise autour des droits d'auteur et tout ça. Mais les joueurs qui ont fait les grands modèles de langue, maintenant, comme on dit, on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Là. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là. Mais c'est sûr que tout ce qui touche nos renseignements personnels, des choses autour de nos comportements, de notre vie privée, c'est sûr que ce sont des choses que c'est important de garder la souveraineté. Puis peut-être aussi pour certaines personnes qui, d'un côté, s'inquiètent beaucoup de leurs renseignements personnels, mais que de l'autre côté, on va voir leur page Facebook ou TikTok et le 3/4 de leur information personnelle est là aussi. Là, donc, ça ne prend pas seulement de la technologie, ça prend de la sensibilisation. Quand on dit on est dans un monde de la donnée a de la valeur, il faut sauvegarder puis traiter comme il faut ce qui a de la valeur. Bon, mais juste à temps. Merveilleux. François, Frédéric, merci beaucoup. Chère audience, merci pour les questions, votre attention. S'il y a des questions, on peut jaser après. Puis merci aux organisateurs. Merci beaucoup.